Bonjour Philippe Murer, qui êtes-vous? Bonjour. En fait, je suis un simple citoyen. Je suis un simple citoyen français qui a vu à partir de 2003 le pays se déliter, se détruire économiquement. Et en fait, j'ai commencé à venir à la politique à partir de 2011 parce que je voyais que le pays était en train de partir en vrille et que j'étais persuadé que les politiques qu'on avait en fait, à notre disposition, était absolument incapable de prendre le problème par le bon bout, quoi. Était incapable de nous défendre. Donc, je suis arrivé à la politique un peu par hasard. J'ai appelé Jacques Sapir, Emmanuel Todd, tous les économistes hétérodoxes. Nous avons fait un sondage qui s'appelait Les Français, le protectionnisme et le libre-échange, euh, où nous avons, qui a montré en fait que les Français voulaient faire du protectionnisme économique et sortir de la mondialisation à 70%. Et même si l'Union européenne refusait que ce soit du protectionnisme européen, à 62% voulaient du protectionnisme français, ce qui voulait dire une forme de Frexit. Donc je suis arrivé à la politique par là. Ensuite, j'ai travaillé à scénario de sortie de la zone euro avec Jacques Sapir pour Jean-Pierre Chevènement. Puis en 2014, je suis rentré directement en politique en février 2014 parce que j'ai aidé le Front National à faire la campagne pour les élections européennes. Et ensuite, je suis resté au Front National comme assistant parlementaire au cabinet de Marine Le Pen sur l'économie et l'écologie. Et j'ai fait la campagne présidentielle et finalement, malheureusement, le Front National s'est renié, a sorti le référendum sur l'Union européenne s'il arrivait au pouvoir. Donc c'est devenu un parti en fait européiste un peu comme les autres. Et moi, je n'ai que pu partir évidemment parce qu'en politique, on ne peut pas trahir ses convictions et ses idées. Voilà, donc j'ai aussi écrit plusieurs bouquins au fil du temps. Depuis en 2014, comment réaliser la transition, non pardon, la transition énergétique, une énergie moins chère et 1 million d'emplois créés, qui est une façon d'utiliser la transition énergétique, mais pas du tout à la mode Europe Écologie Les Verts. J'ai écrit ensuite en 2021 comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, sortir du capitalisme du désastre 2 ans après. Et là, récemment, un nouveau bouquin qui est le bouquin que nous avons écrit, coécrit. C'est un travail collectif, c'est moi qui l'ai rédigé, mais c'est un travail collectif du mouvement politique citoyen, le projet des citoyens français pour sauver la France. Voilà, puisque nous avons confondé avec Olivier Piacentini et Laurent Henninger un mouvement politique qui s'appelle le mouvement politique citoyen qui se bat pour l'union des souverainistes. Pourquoi avoir signé la pétition référendum UE? Ah bah parce que c'est une évidence, je pense que il faut, déjà, moi je suis pour le Frexit, donc depuis 2011-2012, très clairement, pour la sortie de l'Union européenne, et je n'ai jamais bougé, et je ne bougerai jamais sur ce sujet. Je pense que c'est une très bonne idée que ça se fasse par un référendum, cette sortie de l'Union européenne, et non par une décision d'un président qui arrive au pouvoir unilatéral. Pourquoi? Parce que si un président décidait de sortir de l'Union européenne, un autre pourrait le faire entrer, vous voyez. Alors que si c'est le peuple qui tranche, après un débat, et qui dit nous voulons sortir de l'Union européenne, après cette sortie est définitive. Et ça imposera à la caste qui est européiste, qui est au pouvoir, que ce soit et à l'état profond, de respecter forcément la décision du peuple. Donc je pense que c'est une excellente idée de faire un référendum pour sortir de l'Union européenne. Évidemment, pour avoir un référendum là-dessus, il faut arriver au pouvoir. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre vie ou sur votre activité? Alors les conséquences de l'Union européenne, bah, c'est comme tous les Français, des difficultés de pouvoir d'achat, un niveau de vie qui baisse, hein, puisque c'est à peu près le sort de 95 à 99% des Français. Et en termes de vie politique, puisque je me suis lancé dans la politique, ben c'est effectivement, on voit une propagande européiste de plus en plus délirante et inversement une censure de toute idée divergente de plus en plus forte. Si on continue comme ça, on va arriver dans une forme de dictature, très clairement. À quel moment avez-vous cessé de croire en l'UE? Alors, ça a été progressif. Je viens d'une famille qui n'est pas très politisée, donc je n'avais pas une formation politique très importante. Je l'ai faite sur le tard. En 2003, quand il y a eu l'élargissement aux pays de l'Est, Pologne, Hongrie, etc., de l'Union européenne, on savait que la France, les pays plus riches, allaient payer pas mal d'argent pour mettre ces pays à niveau, pour les aider à se mettre à niveau. Et là, quand on a vu la Pologne en face, au moment de l'adhésion,
acheter des F-16 au lieu d'acheter des avions français, j'ai compris que tout ça était un jeu de dupes finalement, parce qu'on allait payer de l'argent pour ces pays qui nous le rendaient en achetant des avions américains. Donc ça a été la première chose. Ensuite, il y a eu le référendum de 2005, où tous les Français sont passionnés pour cette constitution européenne, donc se sont posé plein de questions sur l'Union européenne. Et là, effectivement, moi j'ai voté évidemment non. J'ai vu la réaction de la caste, comme beaucoup de Français, à 20h, quand les Français avaient voté non, la caste journalistique, médiatique, politique, qui était extrêmement énervée après le vote des Français. Ça m'a mis un énorme, très très mal à l'aise. Et puis, de 2005 à 2011, 2012, j'ai vu cette dégradation inéluctable de l'économie française, l'appauvrissement de la France et des Français qui venaient à cause du libre-échange, de l'Union européenne et toutes ces politiques folles. Et petit à petit, je suis devenu Frexiteur. En 2012, j'ai décidé, je me suis dit non mais on ne peut pas modifier l'Union européenne de l'intérieur, donc en fait il faut absolument le Frexit. C'est à partir de ce moment-là. C'est amusant parce que j'étais ami avec Jean-Luc Réau, je connaissais bien Emmanuel Todd, Jacques Sapir, et on a tous viré au même moment, on a tous compris qu'il fallait sortir de l'Union européenne à peu près au même moment, à quelques mois près. Si vous ne deviez en retenir que trois, quelles sont les critiques que vous adresseriez à l'Union européenne? Alors, c'est pas facile de faire que 3 critiques parce qu'on a plutôt envie d'en faire beaucoup plus. Je vais faire un peu des critiques de fond. La première critique, évidemment, c'est que l'Union européenne détruit la France. L'Union européenne, c'est un système post-national, c'est-à-dire qu'on sort des nations, on sort des patries pour ce grand machin européen. Donc l'Union européenne vole la souveraineté nationale, c'est-à-dire la capacité de décider. Donc, du coup, les Français votent pour des élections, mais les décisions importantes sont prises ailleurs, elles sont prises à Bruxelles. Donc en même temps que ça détruit la souveraineté nationale, ça détruit évidemment la démocratie. D'ailleurs, Charles de Gaulle avait ce mot. Pour moi, la démocratie se confond parfaitement avec la souveraineté nationale. Donc ça détruit la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un empire bureaucratique complètement hors sol, l'Union européenne. Et j'ai été au Parlement européen et j'ai pu le constater en voyant comment raisonnaient les députés européens, les commissaires européens à ce moment-là. Donc c'est un empire qui pond des normes bureaucratiques complètement folles dans absolument tous les domaines professionnels. Les gens qui disent que les normes, ce sont les normes françaises le problème, ne se rendent pas compte que toutes ces normes, en fait, sont des normes européennes qui sont obligatoirement traduites en droit français. Je ne dis pas que la bureaucratie française est parfaite, mais 95% des normes, c'est l'Union européenne. Par exemple, cette norme sur les bateaux d'ostréiculteurs qui doivent avoir des WC alors qu'ils sortent 2 heures en mer, je suis allé chercher, c'est évidemment une directive européenne qui quadrille tous les bateaux possibles et imaginables et qui impose cela. Mais on a aussi les normes sur les ZFE pour empêcher les gens d'aller dans les villes, les classes populaires et moyennes d'aller dans les villes, sauf si on a une voiture hybride ou une voiture très performante et bientôt une voiture électrique en 2030. Il y a aussi les DPE qui sont les normes pour isoler les logements. Qui sont en apparence bonnes, mais en fait qui coûtent extrêmement cher aux gens et qui sont en train de complètement casser le marché immobilier pour des économies d'énergie absolument très faibles. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, c'est le mécanisme de décision, parce que l'Union européenne, c'est un mécanisme de décision, comme l'avait théorisé Jean Monnet, et l'a amené Jean Monnet par engrenage, par petits pas, et en fait, c'est un viol démocratique. Je vous donne un exemple. EDF, en fait, l'Union européenne voulait transformer le service public de l'électricité pas cher des Français en un marché européen de l'électricité. Ils ont mis 20 ans pour le faire et les Français n'ont pas vu que petit à petit, tranche par tranche, en fait, on sortait d'un service public avec des prix d'électricité bas pour un marché européen avec des prix qui ont doublé. Donc c'est une forme de viol démocratique, c'est un système extrêmement pervers. Troisième point qui est encore plus fondamental, c'est que l'Union européenne, elle détruit ce qui faisait la force de l'Europe, du continent européen et de la civilisation européenne. Là-dessus, il y a un livre très intéressant de David Cossanda qui s'appelle Le secret de l'Occident et qui vous montre que la force de l'Europe, c'était d'être divisé en petits pays, en pays de taille moyenne, et donc qui étaient parfois en coopération, parfois en compétition, et ça crée une émulation. Alors que toutes les formes d'empire créent un blocage bureaucratique et aboutissent toujours dans l'histoire à des sociétés beaucoup moins dynamiques et beaucoup moins prospères, beaucoup moins libres. Il l'a montré pour l'Europe, mais il a montré pareil pour la civilisation arabe, que c'est entre le 8e et 11e siècle, quand il y avait 3 pôles de pouvoir,
un dans le Maghreb, un en Andalousie, un autre au Moyen-Orient, que le monde arabe était le plus dynamique. Pareil pour l'empire chinois, quand c'était pas un empire et qu'il y avait 7 royaumes combattants, c'est donc entre je crois, le 8e siècle avant Jésus-Christ, moins 800 et moins 100, eh bien c'est à ce moment-là que la Chine est la plus riche. Voilà, donc ça détruit, en créant un empire, un carcan sur l'Europe, ça détruit fondamentalement la civilisation européenne. Pourquoi faudrait-il passer par un référendum pour sortir de l'Union européenne? Le référendum, ça a l'immense avantage, c'est que c'est la voix du peuple, vox populi, vox dei. Et à partir du moment où le peuple aura décidé par référendum, la caste ne pourra plus y revenir. Ce qui n'est pas le cas si c'est un gouvernement qui décide. Je pense d'ailleurs que si un gouvernement opposé à l'Union européenne, qui est pour le Frexit, arrive au pouvoir, et je l'espère fortement, il faudra gouverner par référendum. Il faudra un référendum sur l'Union européenne, mais il faudra aussi un référendum sur tous les problèmes liés au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, pour imposer à la caste la voix du peuple en face d'elle et que la caste soit obligée de se taire. Parce que la caste fera une bataille sans pitié à un gouvernement qui voudra changer le système politique en général, qui est complètement pourri en France. Si nous sortions de l'Union européenne demain, quelles seraient les 3 premières décisions à prendre selon vous? Alors, 3 décisions difficiles parce qu'il y en a beaucoup à prendre, mais décision très importante, c'est les frontières. Retrouver des frontières donc, avec des postes frontières et contrôler nos frontières pour arrêter les flux d'immigration. Sinon, ça sera la destruction continue de l'identité de la France. Ça, c'est la première chose. Autre chose, un protectionnisme intelligent. Donc, une commande publique réservée aux entreprises françaises, comme le font tous les pays du monde. Un Made in France qui sera affiché partout, ou un Made in China si ça vient de Chine, ou un Made in Germany si ça vient d'Allemagne, ce qui est aujourd'hui interdit, pour faire en sorte qu'on produise à nouveau en France. Parce qu'en fait, on a tellement délocalisé que la production de richesse en France qu'on a délocalisé la richesse. Voilà, donc il faut absolument produire beaucoup plus en France, tant au niveau agriculture qu'au niveau industrie. Donc le protectionnisme, c'est la solution. C'est ce qui permettra de créer de la richesse, des hausses de salaire et un pays qui va mieux, de la puissance aussi économique, qui est le fondement de la puissance. L'autre point, et ça c'est une mesure qu'il faut faire extrêmement rapidement, c'est rétablir une énergie à prix abordable. Sans énergie à prix abordable, il n'y a pas d'économie et d'industrie qui puissent tenir dans aucun pays du monde. Et par exemple, la sortie du marché européen de l'électricité permet de diviser par 2 les prix de l'électricité. Vous donnez à la fois un bol d'air aux ménages, donc à l'économie en général, et vous empêchez les faillites d'entreprises et vous permettez à l'industrie de se redévelopper en France. Voilà, donc ça, c'est 3 décisions qui me semblent absolument prioritaires. Comment évoluera la France si elle reste dans l'UE? En fait, ça va être un dépérissement continu et de plus en plus rapide, ce que nous voyons depuis, on peut dire, au moins une quinzaine d'années. Donc on a eu un déclin qui était lent, et là, on voit que le déclin s'accélère et il va aller de plus en plus vite. Appauvrissement du pays, de la population, dette publique qui continuera forcément à augmenter et des faillites d'entreprises qui vont continuer et qui vont atteindre un point inquiétant. L'autre chose aussi, c'est la zizanie généralisée parmi les Français. Parce qu'en fait, dans une France qui a un appauvrissement, évidemment, tout le monde a envie de filer la patate chaude à une autre catégorie sociale. Les retraités ont envie qu'on ne touche pas à leur retraite et qu'elle continue à augmenter comme l'inflation et à ponctionner les autres, les actifs. Inversement, les jeunes, on l'a vu avec Nicolas Kippa, ils disent non mais ça suffit de payer des retraites de dingue alors que nous n'en aurons pas, donc ils se battent contre les retraités. Voilà, ça va se battre dans la société à tout niveau, en zizanie, pour dire c'est pas moi qui veux prendre la patate chaude de l'appauvrissement. Mais à la fin, tout le monde sera appauvri. Merci pour vos réponses, Philippe Murer. Nous passerons maintenant à la deuxième partie de cette émission, l'entretien. Alors, depuis Lisbonne, vous avez évoqué précédemment, puis avec le Brexit, l'Union européenne semble paralysée à la fois institutionnellement et géographiquement. Au fond, elle n'évolue plus, elle n'est plus sur la dynamique qu'elle avait eue depuis l'acte unique européen, puis après avec Maastricht, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, c'est-à-dire que l'Union européenne est bloquée, en fait, au sein d'elle-même, ou bien est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est une manière de dissimuler un approfondissement de la construction européenne? Et est-ce que, selon vous, ce serait une bonne chose que l'Union européenne soit paralysée par son propre fonctionnement?
Je ne sais pas si le mot paralysé est le bon mot. Moi, ce que je vois, c'est qu'une Union européenne qui est toujours plus étroite, toujours plus fédéraliste. D'ailleurs, c'est écrit dans les traités de l'Union européenne que le but, c'est d'avoir une Union européenne toujours plus étroite, et c'est ce qu'on voit. Il y a de plus en plus de pouvoirs qui sont pris par l'Union européenne, sur la santé avec le Covid, sur la défense, les affaires étrangères avec la guerre en Ukraine. On voit qu'elle est en train de prendre le pas sur ces domaines qui étaient de domaines des États. Et il y a évidemment de moins en moins de pouvoir à la France. Donc ça se fait aussi par l'interprétation du droit européen qui va toujours en faveur de l'Union européenne, toujours plus d'Union européenne et moins de droit national. Et ils vont même jusqu'à la violation du droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que von der Leyen, elle viole allègrement le droit de l'Union européenne quand ils sont en train de faire une politique de défense européenne de petit à petit. C'est pas dans les traités européens. Ça tombe bien, on reparlera de Madame von der Leyen, donc ça tombe très bien que vous l'évoquiez. Ouais, pareil en géopolitique. Elle parle de l'Ukraine, de l'Iran, d'Israël. Elle se prononce comme la responsable pratiquement des affaires étrangères de l'Union européenne, ce qui est hors des traités européens. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus importante des européistes d'aller vers une Union européenne fédérale. Ça s'est vu dans la résolution du Parlement européen de 2023 qui a été votée pour étendre tout un tas de domaines, donner tout un tas de domaines de compétences, de pouvoir, donc les sortir des États pour les les donner à l'Union européenne, avec la fin du droit de veto aussi, qui est demandé sur pratiquement tous les sujets dans cette résolution. On voit que la Cour de justice de l'Union européenne s'extrémise de plus en plus. C'est le Conseil constitutionnel de l'Union européenne, en fait, d'une certaine manière. Bien sûr que dans le traité de Lisbonne, dont on parlait, le droit européen est supérieur au droit national. C'est ce qui est expliqué dans les annexes du traité de Lisbonne. Mais la CJUE tranche toujours pour que en fait, le droit national recule et que le droit européen soit mis en avant et donc donner du pouvoir. On le voit aussi sur le 28e régime que veut faire von der Leyen et l'Union européenne, qui est une façon de déposséder des États du droit des affaires, du droit du travail et de la fiscalité sur les entreprises, de créer finalement une forme d'État européen qui sont complètement en dehors des traités. Donc, si vous pouvez expliquer un peu ce qu'est le 28e régime pour nos téléspectateurs. Alors, le 28e régime, c'est la possibilité pour toutes les entreprises européennes, c'est ce qu'ils veulent faire, d'aller choisir un régime qui n'est pas français ou danois s'ils sont au Danemark, mais d'aller choisir un régime européen, avec un droit des affaires spécifique, une fiscalité spécifique et un droit du travail spécifique, qui serait différent du droit français. Donc évidemment, l'Union européenne va faire en sorte que tout soit avantageux pour les entreprises, c'est ça le but, et donc que toutes les entreprises passent progressivement au droit des affaires européen dans ce régime européen. Donc on voit que la France serait complètement dépossédée, ainsi que les autres pays, de ces choses fondamentales. Alors, il y a des gens qui me disent « oui, c'est bien, le droit du travail français est trop embêtant ». On peut discuter de ça entre Français et dire est-ce qu'il faut réduire le droit du travail français, le droit des affaires, le changer la fiscalité des entreprises. Oui, ça, c'est la démocratie. Par contre, quand c'est à Bruxelles que c'est décidé, donc pas par vous, là, vous êtes spolié et vous ne savez pas à qui vous remettez vos pouvoirs et vous ne les récupérez jamais. Donc c'est toujours plus d'Union européenne et une Union européenne toujours plus étroite. Moi, c'est ça que je vois en termes institutionnels, quitte à violer complètement les règles de l'Union européenne, parce que de toute manière, le processus maintenant, l'Union européenne est dans un processus catastrophique. Il produit un désastre économique partout, et donc ils essayent de se rattraper en allant plus vite dans une espèce de fuite en avant institutionnelle. Est-ce que vous pensez que le Brexit, à ce sujet, a représenté un véritable choc pour les européistes ou pour les membres des institutions européennes? Parce qu'il semblerait que, bon, finalement, on soit passé à autre chose, alors que c'était quand même le départ d'un État membre, c'est quand même quelque chose, un État membre puissant, bon, pas fondateur, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors c'est vrai que le Brexit a été un choc pour eux parce que ça a été la preuve qu'un pays pouvait sortir de l'Union européenne. Donc, il y a eu une peur au niveau de l'Union européenne, il y a eu une peur d'ailleurs au niveau du Forum économique mondial, parce que le bouquin de Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial, la grande réinitialisation, le Great Reset, il disait qu'il y avait 3 choses qui lui avaient fait peur et qui montraient la colère populaire. C'était le Brexit en Angleterre, le vote pour Trump aux États-Unis et les Gilets jaunes en France, qui étaient précurseurs d'une crise globale de confiance envers les élites. Donc effectivement, ça a fait très peur, mais il n'y a pas d'autres pays qui sont sortis pour l'instant, à part l'Angleterre. Vous pensez que le Royaume-Uni pourrait adhérer de nouveau Non, je ne crois pas. Justement, vous voyez,
il y avait des craintes que le Royaume-Uni le fasse avec Keir Starmer, qui est socialiste, parti travailliste anglais, et il ne le fera pas. Et d'ailleurs, ce qu'on voit en Angleterre, c'est assez étonnant, c'est que finalement, le Brexit, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, a été trahi en fait par le Parti conservateur et travailliste, et finalement, c'est Nigel Farage qui en tire l'épingle du jeu. Il est passé de 3% à 30% des votes dans les sondages. Donc en fait, qui est en train de tirer son épingle du jeu. Donc rien que le fait que Nigel Farage est à 30% déjà dans les sondages, fait que si Keir Starmer faisait revenait sur le Brexit et rentrait dans l'Union européenne, ça serait un désastre pour toute la classe politique anglaise traditionnelle, donc ils ne le feront pas. Venons-en maintenant, parce que c'est intéressant pour nous, dans l'hypothèse où ça arriverait, dans l'hypothèse où on arrivait à organiser un référendum et que les Français choisissaient de sortir, le Brexit a été sabordé pour vous? Le Brexit a été sabordé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Brexit, au début du Brexit, Boris Johnson a essayé de faire ce qu'il avait promis. Réduction forte des flux d'immigration, donner un avantage aux classes populaires qui avaient vu leur pouvoir d'achat ruiné en Angleterre, hein, et se poser les questions de la réindustrialisation, de l'hôpital public, de donner des moyens à l'hôpital public pour le réparer. Il a commencé ça, et d'ailleurs, ça a eu des effets. On se rappelle que, comme il n'y avait plus de camionneurs d'Europe de l'Est et d'autres pays qui venaient en Angleterre, ben les salaires ont commencé à augmenter dans certaines professions. Et on parlait, alors les Européens disaient, vous voyez, c'est pas bien. Non, c'est très bien si les salaires augmentent en Angleterre pour les camionneurs, par exemple, et que ça fait que beaucoup de camionneurs anglais se mettent à conduire parce que ça devient un métier certes difficile, mais avec des salaires intéressants. Voilà, il a commencé à faire ça. Et puis, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, et ils sont complètement passés à autre chose. Rishi Sunak a trahi parce qu'une des raisons du Brexit, c'était quand même d'arrêter les flux d'immigration. Il a fait exploser les flux d'immigration, alors qu'il pouvait les réduire complètement, puisqu'il avait le droit pour lui, il pouvait choisir le droit qu'il voulait. Donc le Parti conservateur a trahi, Keir Starmer a continué à trahir, et c'est pour ça d'ailleurs que les Anglais sont en train de se rebeller, et qu'ils votent maintenant à fond pour Nigel Farage. Et le Parti conservateur, si des élections législatives seraient faites demain, pourrait être relégué en 3e, 4e position, avec un nombre de députés extrêmement faible. C'est un changement qui arrive tous les 100 ans en Angleterre. En Angleterre, le système politique est très stable, les partis restent stables, et là, le Parti conservateur et le Parti travailliste pourraient être vraiment en très grande difficulté s'il y a des élections. Ça répond à cette trahison par les élites du Parti conservateur et des partis travaillistes du Brexit. Ça tombe bien que vous parliez de partis comme le parti de Nigel Farage, puisque d'une manière générale, en Europe, dans les pays membres de l'Union européenne, et pas que, on voit que les partis, alors vous les qualifierez comme vous voulez, pêle-mêle, patriotes, nationalistes, eurosceptiques, ou conservateurs, même si là on s'éloigne déjà de la définition, on voit que tous ces partis progressent dans les urnes. En France, bien évidemment, mais pas que en France. Est-ce que vous y voyez un signal positif? Est-ce que, pour vous, c'est d'une manière pour les peuples européens d'émettre une parole hostile à l'égard de l'Union, ou est-ce que vous vous méfiez de ce genre de partis eurosceptiques? De ce genre de parti, ou du phénomène et des partis? Vous pouvez le faire... Je me méfie parce qu'effectivement, pour moi, quand on est patriote, on aime sa patrie, on veut au retour à la patrie, à la nation. Or, être eurosceptique, ça veut dire la continuation. On est sceptique sur l'Union européenne, mais on la laisse faire. Et c'est la continuation de la destruction des nations. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Ces partis eurosceptiques, en fait, ils n'apportent à peu près rien. Ils freinent juste un tout petit peu la vitesse de processus de déclin des nations. On le voit, Meloni, qui est arrivée au pouvoir, en fait, en Italie. Elle représente, certes, avec un certain brio l'Italie en affaires étrangères et un certain bon sens, mais elle ne répare absolument pas l'Italie au niveau économique, qui se porte encore beaucoup plus mal que la France, tant en termes de l'industrie depuis que Mme Meloni arrive au pouvoir, qu'en termes du pouvoir d'achat des Italiens qui continue à s'effondrer et qui est beaucoup plus bas que celui des Français. Et en termes d'immigration, elle avait promis d'arrêter les flux d'immigration. Les flux d'immigration sont exactement les mêmes que quand elle est arrivée au pouvoir. C'est plus l'immigration légale qu'illégale, mais sinon, c'est le même nombre de gens. Donc en fait, pour moi, ils n'apportent pas grand-chose à part freiner légèrement le mouvement et puis changer l'Union européenne de l'intérieur avec une majorité de partis qui seraient eurosceptiques.
Ça, c'est quand même absolument un enfumage. Parce que déjà, ça prendrait un temps fou. Au lieu d'avoir un pays où il faudrait une majorité de gens de ce type-là, il faut 27 pays qui votent pour des majorités eurosceptiques. La deuxième chose, pour quelle Union européenne? Et c'est là où les gens ne se rendent pas compte. Mais par exemple, le nord de l'Europe ne veut absolument pas une agriculture. La Suède, l'Allemagne, etc. Pour eux, ça doit se passer, c'est pas grave, d'externaliser et de faire en sorte qu'on soit nourri par les États-Unis, le Canada, le Brésil, je ne sais pas qui. Ça, c'est pas un problème. Et ils demandent même la fin de la politique agricole commune, ces gens-là. Les pays d'Europe de l'Est, ils sont, et on peut le comprendre, vu leur histoire, beaucoup, ils ont peur et ils veulent une défense vis-à-vis de la Russie, alors que nous sommes plutôt un pays qui est naturellement ami de la Russie, la France. L'Allemagne, eux, veut le libre-échange, ainsi que tous les pays liés à la sphère allemande, alors que les Français veulent du protectionnisme. Luxembourg, le Chypre, l'Irlande, eux, ils veulent continuer à être des paradis fiscaux parce qu'ils vivent de ça, alors que nous aimerions quand même que chacun paye ses impôts, pas des impôts pas excessifs, mais des impôts à la hauteur de ce qu'on gagne, vous voyez, et eux sont des paradis fiscaux, donc pour quelle Union européenne on serait incapable de définir une nouvelle Union européenne, en fait? Parce que tous les pays ont des intérêts et des volontés différentes. Voilà, donc pour moi, les partis intéressants, c'est les partis du Frexit, donc ça veut dire l'AfD en Allemagne, hein, qui est pour le Frexit, on appelle ça comment? Le Dexit en Allemagne, la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça ne leur empêche pas de faire des scores absolument excellents, hein. Ils sont à 20-25% dans les sondages. Il y a un petit parti en Italie qui s'appelle Italexit. Il y a le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet en Hollande. Vous voyez, ça c'est des partis qui sont des partis sérieux, parce qu'on soit on est pour l'Union européenne et on veut y rester, on est européen, si on trouve ça bien, soit on est contre et on veut en sortir, ce qui est mon cas, très clairement. Et si on s'écarte des partis et qu'on s'intéresse maintenant plutôt au vote populaire, justement, à la fois en France et ailleurs, est-ce que néanmoins le fait que les citoyens des différents États membres votent comme ils votent, c'est-à-dire plus pour des partis patriotes, eurosceptiques, n'est pas un bon signal quand même vis-à-vis de l'Union? Est-ce qu'il y a une défiance généralisée à l'égard de l'Union? Si, vous avez raison de le souligner, c'est un signal de défiance vis-à-vis de l'Union européenne, de volonté de reprendre les choses en main, les frontières en main, les flux d'immigration en main. Il y a une volonté, il y a un ras-le-bol, très clairement. Et ça dit des choses, effectivement. Venons-en, vous avez évoqué tout à l'heure donc Ursula von der Leyen. Euh, Elle semble de plus en plus prompte à outrepasser ses prérogatives. Et c'est assez peu commun parce que les présidents de commission étaient généralement des gens beaucoup plus effacés qu'elle ne l'est. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces deux mandats? Alors, elle n'a pas achevé le deuxième. Et selon vous, est-ce qu'il y a vraiment un problème démocratique qui devrait justifier l'intervention des États à l'égard du comportement de Mme von der Leyen? Alors ces deux mandats, en fait, on a un effondrement des pays européens, dont l'Allemagne, qui est le pays de naissance de Mme von der Leyen, qui s'effondre économiquement et industriellement. Et puis il y a une accélération de l'Union européenne, en fait, qui ouvertement a humilié la France, par exemple sur le Mercosur. On va vous faire passer le Mercosur même si vous êtes contre. On va tuer votre agriculture contre la vente de quelques voitures allemandes et en plus on va le faire de façon anticipée. Donc elle avance comme un bulldozer, elle n'hésite pas à humilier les pays, à montrer en fait que l'Union européenne, finalement, dans toute sa splendeur, ce qui est une très bonne chose pour le Frexit en France. Je pense que l'adoption du Mercosur a fait ouvrir les yeux à beaucoup de Français sur le fait que la France ne peut pas contrer ce genre de choses, alors que la classe politique française veut faire semblant qu'elle a la main mise et qu'elle gère à peu près la politique de l'Union européenne, et une politique qui est absolument dévastatrice pour les agriculteurs, qui sont un des piliers de la France. Madame von der Leyen, en fait, il y a quelqu'un qui a fait un travail très intéressant dessus, c'est Frédéric Baldan, l'avocat belge, enfin pas l'avocat, le lobbyiste belge qui s'est battu sur son histoire de SMS et qui a découvert tout le passé trouble de Madame von der Leyen. C'est un personnage trouble dès son enfance, en fait. Elle est fille d'Albrecht von der Leyen, son père, qui a fait la promotion du totalitarisme et de la torture d'État, quand même, dans un livre, et qui avait choqué les médias. Alors, après, elle n'est pas responsable d'écrire son père, mais ça dit des choses. Elle est partie à Londres sous le nom de Rose Latson, elle a été exfiltrée d'Allemagne, et ensuite, elle est partie aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est, en fait, sous la suggestion des intérêts anglo-saxons, très clairement. Ça, c'est la première chose. Et puis, elle a un passé de corruption qui est assez clair, puisque son doctorat, il y a eu beaucoup de critiques, parce que son doctorat, visiblement,
c'est un plagiat. Il y a beaucoup de plagiat dans son doctorat, ça c'est la première chose. Quand elle a été ministre de la Défense en Allemagne, ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu des appels d'offres qui ont été faits, notamment avec des grosses boîtes de consultants, je crois, et qui ont été mis sous commission d'enquête. Et finalement, elle a effacé les SMS liés à ces appels d'offres et à différents contacts qu'elle a eus en étant ministre de la Défense. SMS qu'on n'a jamais retrouvés. Tout comme les SMS quand elle a commandé pour des milliards d'euros, elle a fait passer un contrat avec Pfizer qui s'est fait en négociation par SMS. Eh bien, les SMS n'ont jamais été retrouvés, ils ont été effacés de son téléphone. Donc on voit que c'est un habitué de ce genre de fait. Le jugement est complètement bloqué, alors que vraiment il y a un vrai problème par rapport aux règles de l'Union européenne. Ils sont bloqués parce qu'évidemment elle a le pouvoir sur l'institution de la Commission européenne, donc elle arrive à bloquer ce jugement. Et le livre de Frédéric Baldan va beaucoup plus loin, montrant ses liens avec les multinationales, avec le Forum économique mondial, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait de l'abus de pouvoir, qui dépasse ses fonctions, et même ses alliés, en fait, commencent à être gênés. Il y a eu des remarques très négatives sur ses interventions sur la guerre en Iran, en Israël, même des européistes, parce qu'effectivement, elle va beaucoup trop loin. Et c'est quelqu'un qui est dans les collusions complètes avec les multinationales, avec le Forum économique mondial, et qui ne gouverne pas pour le peuple, elle gouverne contre le peuple et pour elle, quoi. C'est quelqu'un de foncièrement extrêmement égoïste, égocentrique et corrompu. Vous pensez qu'Emmanuel Macron a des velléités au sein des institutions européennes? Ah oui, très clairement. Macron, son rêve, c'est d'être président de l'Europe, quoi. Très clairement. D'ailleurs, récemment, il a fait une petite diatribe où il expliquait que ce qu'il voulait, c'est pas augmenter le rôle, la puissance de l'Allemagne ou de la France, mais c'est augmenter la puissance de l'Union européenne, en fait, du machin européen. Macron est un adorateur de l'Union européenne au dernier degré, et son rêve le plus fou, c'est d'être président de l'Union européenne. Bon, après, apparemment, il veut redevenir, il veut se présenter en 2032, donc il va falloir qu'il attende un peu plus longtemps, si j'ai bien compris. Venons-en maintenant plus spécifiquement à la France. Quel regard vous portez? Vous avez évoqué les partis du Frexit, vous en avez évoqué dans d'autres pays que le nôtre, mais il y en a en France, vous êtes bien placé pour le savoir. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le paysage frexiteur français? Le paysage frexiteur français, en fait, c'est quelques partis politiques. Donc, c'est l'UPR de François Asselineau, c'est les Patriotes, c'est le mouvement politique citoyen, c'est un petit peu le mouvement de Kuzmanovic, mais qui s'est plus transformé en média à fréquence populaire qu'en parti politique. Et puis, c'est aussi, ça dépend un peu des moments, parce qu'ils zigzaguent un peu, c'est Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, mais qui est de plus en plus convaincu par le Frexit. Tout le problème, c'est que en fait, nous sommes en juin 40 en France. Dans l'équivalent de juin 40, c'est la déroute, c'est la débâcle. On a le partage de l'arme nucléaire qui est avec l'Union européenne qui est en cause depuis quelque temps avec Macron, la dette mutualisée, l'assassinat de l'agriculture, le pillage de l'industrie, la censure qui avance de plus en plus fort, au point où on se demande si on ne va pas finir en dictature, la fédéralisation qui est en marche. Et les partis frexiteurs combattent en état divisé. Et ça, c'est une catastrophe, parce que leur voix qui est scindée n'est pas audible à cause de cela. Et là, on a un vrai problème, c'est que dans les sondages, en fait, qu'on a eu récemment en 2024, les derniers, c'est de 2024, en fait, les gens qui veulent sortir de l'Union européenne, les Français, c'est à peu près 36%. Avec le Mercosur, etc., je pense qu'on a dépassé 40%. Or, les scores des partis souverainistes, comme ils sont divisés et inaudibles, sont de 1 ou 2%. Donc on a un problème majeur. Moi, c'est pour ça que je me bats pour l'Union des souverainistes, que tout le mouvement politique citoyen se bat pour l'Union des souverainistes, parce que c'est ça qui déclenchera le fait de passer de 1 ou 2% à au moins 5, voire 10%. Et à partir de ce moment-là, vous forcez la porte des médias. Les médias peuvent vous écarter quand vous êtes à 1 ou 2%, pas vous inviter. Quand vous êtes à 4, à 5%, ils vous invitent. Et à ce moment-là, vous pouvez rendre le Frexit majoritaire. Voilà. Donc, très clairement, il faut se battre pour l'union des souverainistes. Absolument, ça sera la clé qui débloquera tout. Si on ne le fait pas, le pays s'effondrera. Alors justement, vous comptez parmi les fondateurs du mouvement citoyen. Vous avez, il me semble, mais vous me corrigez si je me trompe, vous souhaitez le présenter non pas comme un énième parti souverainiste, mais comme un mouvement de rassemblement
ou en tout cas presque comme une association de rassemblement, un think tank, vous me direz ce que vous en pensez. Et justement, première question, à propos du mouvement citoyen, quels sont les objectifs qui ont présidé à sa naissance? Alors l'objectif, c'était effectivement, moi depuis 2019, je me bats pour l'Union des souverainistes, j'y arrivais pas. Et je me suis écarté de la vie politique pour ça, j'étais dans un parti pour ne pas, vous voyez, parce que si j'étais aux Patriotes et que je demandais l'Union des souverainistes, ça n'a pas de sens. Pareil à l'UPR, j'étais en dehors pour ça. Et à un moment donné, il faut arrêter. Quand je vois que je n'arrive pas à la faire, à part à courte vue pour l'élection présidentielle de 2022, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc déjà, avoir un mouvement, l'intérêt pour le faire, c'est qu'on a une structure. Donc on a plus de puissance pour le faire. Comment faut-il faire cette union des souverainistes? Est-ce qu'il faut le faire dans un autre parti, dans un parti commun, dans un parti qui fédère l'ensemble des partis souverainistes? Moi, il n'y a pas de sujet. Tout est bien à partir du moment où on se met d'accord sur la marche à suivre. Ce qui n'est absolument pas compliqué, parce qu'en fait, tous les mouvements souverainistes en France sont gaullistes. Donc en fait, non seulement on veut l'indépendance nationale, mais on a la vision de De Gaulle. Donc on a les mêmes projets, la même volonté de faire les choses. Voilà, donc le mouvement politique citoyen, le premier but, c'était d'écrire un projet, le projet des citoyens français pour sauver la France, qu'on a écrit avec la base, donc avec des adhérents du mouvement politique citoyen, des agriculteurs, des enseignants, des policiers, et avec des résistants qui sont connus pour leur combat dans ces sujets. Donc qui montrent que, en fait, la France, si elle sort de l'Union européenne, peut régler tous ses problèmes, très clairement. Et avec quelques lignes fortes, c'est pas d'une complexité inouïe. Maintenant que ce travail était fait, qu'on l'a fait voter ce programme par le mouvement politique citoyen, eh bien, c'est le premier but. Maintenant, ça devient l'union des souverainistes. C'est dans l'article 2 du mouvement politique citoyen, on se bat pour l'union des souverainistes, quelle que soit la forme que prend cette union. Vous nous avez donc présenté le projet du mouvement citoyen. Quelle est maintenant l'étape suivante? Est-ce que ce projet, vous allez le présenter et le proposer? Est-ce que ce projet va être la matrice d'une possible union des souverainistes? Alors, ce projet, déjà, ce qui est important, c'est de l'avoir fait pour montrer à tous les Français qu'on peut sauver ce pays dans tous les domaines, école, santé, publique, agriculture, économie, etc., flux d'immigration. Et c'est une base de travail qui pourra toujours nous servir pour l'union des souverainistes. Après, on ne va pas dire, si on fait une union des souverainistes, on impose notre projet coûte que coûte. Mais il y a un énorme travail qui a été fait dedans et qui sera œuvre utile pour l'union des souverainistes, pour avoir un projet ensemble. Mais évidemment, on ne prétend pas imposer notre projet à tous, quoi. Et vous n'avez aucune intention de devenir réellement un parti politique à terme? C'est vraiment l'objectif, d'en finir avec la multiplication des partis? Ou est-ce que vous vous dites qu'à un moment, il faudra bien le faire? Peut-être qu'on devra faire un parti politique à un moment donné, mais de toute façon, notre but, c'est l'union des souverainistes. Donc, tous ces partis, les mettre dans un parti qui fédère le tout, qui les englobe tous pour se présenter ensemble et travailler tous ensemble dans les mêmes équipes. C'est ça, très clairement, le but de notre mouvement aujourd'hui. Je repense à l'exemple du Brexit et, enfin justement, j'ai utilisé encore le mot d'exemple. Et souvent, alors, surtout parmi les souverainistes, on parle de l'exemple du Brexit, et même dans les médias mainstream, on parle de l'exemple du Brexit, suivre l'exemple du Brexit. Mais est-ce que justement c'est véritablement un exemple? Est-ce que ce qui s'est passé au Royaume-Uni dans le contexte britannique est facilement reproductible en France ou même ailleurs? Parce qu'on n'a pas vu d'effet domino, alors qu'on aurait pu s'attendre à un effet domino. Est-ce que la France pourrait provoquer un tel effet domino? Est-ce que la France pourrait provoquer la fin de l'Union européenne, tout simplement? Ah oui, très clairement. Si la France sort de l'Union européenne, l'Italie en sortira probablement. J'ai pas mal de discussions avec des souverainistes italiens qui ont tendance à vouloir attendre que la France sorte pour sortir derrière, quoi, très clairement. Il y aura un effet domino, et surtout, il y aura un effet domino si la France en sort et en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle montre qu'à partir de ce moment-là, elle peut contrôler ses frontières, mettre des postes frontières, arrêter les flux d'immigration illégaux, prendre des lois maintenant qui permettent d'arrêter les flux d'immigration légaux, une grosse partie, parce qu'on a une immigration de 500 000 personnes par an, c'est absolument plus possible, redresser l'économie par différents moyens, réaugmenter les salaires de la population. Parce que vous savez, pour qu'une société elle s'en sorte, il faut que les règles soient les mêmes pour tous et que les gens le sentent, et aussi que l'effort paye. Or, aujourd'hui, dans le système économique qu'on a, l'effort, les gens ont le sentiment que l'effort ne paye plus, ce qui crée une démoralisation de la société. Donc, si on réussit tout ça, évidemment que derrière, il y aura énormément de pays qui sortiront de l'Union européenne et qui suivront la France.
En filigrane, vous avez évoqué l'idée de réussite, réussir la sortie et donc avoir des succès après la sortie. Est-ce que c'est un élément, selon vous, qui manque dans le souverainisme en France? C'est l'idée de positivité. Parce que c'est vrai que les souverainistes présentent un tableau noir de la France. Et c'est normal. Est-ce que pour autant, ce qui ne manque pas aux souverainistes, c'est de présenter l'après-Union européenne comme beaucoup plus positif? Est-ce que, est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose après le diagnostic, en fait? Ouais, peut-être, peut-être. Et c'est aussi le but de ce projet. Vous voyez, même sur le problème de l'école qui semble à beaucoup de gens insoluble, en fait, il y a vraiment des solutions très claires et nettes. Mais c'est un état d'esprit dépressif en général en France, hein, en général qu'on voit, où les gens ont tendance à râler, à montrer que le côté noir et à oublier de dire ouais, mais on a des solutions, on peut s'en sortir, quoi. Et c'est fondamental parce que si on n'est pas persuadé qu'on peut s'en sortir, on ne peut pas montrer on montre pas le côté positif de la sortie de l'Union européenne et de la sortie des problèmes pour la France. Ben effectivement, vous ne donnez pas envie. Je pense que c'est fondamental, effectivement, d'avoir un projet positif là-dessus. En tout cas, on invite tous nos téléspectateurs à lire le projet du mouvement citoyen pour retrouver le sourire. Ah bah, exactement, tout à fait. Non, mais c'est fondamental, hein. Il faut qu'on arrête de déprimer tous ensemble et qu'on travaille ensemble pour trouver la voie de sortie de cette crise, quoi. C'est d'excellents mots pour la fin. Merci Philippe Murer pour cet entretien et pour avoir répondu à nos questions. J'invite tous nos téléspectateurs, si vous avez apprécié cette émission, à ne pas oublier de la commenter, de la partager et de l'aimer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Référendum UE, surtout n'hésitez pas, nous sommes de plus en plus nombreux et c'est grâce à vous que nous progressons. Merci à tous et à bientôt.